pour les coulages. Envoyez.
Garde à vous. Attention pour les couleurs. Oui. Envoyez. Repos. Je dévoile cette plaque en hommage aux victimes du terrorisme. Dépôt de la gerbe et de la bougie. Coma. « 31 juillet 1914. Assassinat de Jean Jaurès. 3 août 1914. L'Allemagne déclare la guerre à la France. Tous espèrent que les hostilités seront de courte durée, mais le conflit, hélas, se prolongera. Cette guerre moderne, pour laquelle on met au point de nouvelles armes redoutables, durera 4 ans. 11 novembre 1918, signature de l'armistice. L'empereur allemand Guillaume II abdique le 9 novembre. Les généraux allemands signent l'armistice le 11 novembre, à 6 h du matin, dans la clairière de Retonde, en forêt de Compiègne, dans l'Oise. À 11 h, les hostilités sont suspendues. Cette guerre laissera derrière elle des millions de morts et d'invalides, soldats et civils.
Préambule de présentation des textes pour les lettres de Poilu. Elles seront lues par Paul Henry, Marie-Rachel Hector et Enola Marshall, tous élèves en 3e au collège de Châtenois. 1. Verdun, le 18 mars 1916. Soldat Charles Guinan. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a 3 jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touchée. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'1 jour plus tard dans une tente d'infirmerie. J'appris ensuite que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a 2 mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que j'ai passés avec toi. Je t'aimerai toujours. Adieu. Lettre 2. Mes chers parents, je suis encore vivant et en bonne santé, pas même blessé. Alors que tous mes camarades sont tombés, morts ou blessés aux mains des Boches, qui nous ont fait souffrir les 1000 horreurs, avec leur liquide enflammé et leur gaz asphyxiant. Ah, grand Dieu, ici seulement, c'est la guerre. Je suis redescendue de la première ligne, qui est la plus proche du front ce matin. Je ne suis qu'un bloc debout et j'ai dû faire racler mes vêtements avec un couteau, car je ne pouvais plus me traîner, la boue collant à mes pans de capote après mes jambes. J'ai eu soif, j'ai connu l'horreur de l'attente de la mort sous un tir de barrage inouï. Je tombe de fatigue, car voilà 10 nuits que je passe en première ligne. Je vais me coucher, au repos, dans un village à l'arrière où cela cogne cependant. J'ai sommeil, je suis plein de poux, je pue la charogne des Maccabées. Je vous écrirai d'autres lettres dès que je vais le pouvoir. Lettre 3. Lettre d'un poilu sous le feu et la mitraille. C'est en chantant que nous prenons la direction de Verdun. Vers minuit, nous montons en première ligne. Au petit matin, le chef de section nous dit « Préparez vos abattis, on attaque à 11h40 ». L'heure approche, on boit un bon coup de gnôle. Quelques-uns chantent. Les grenadiers sautent le parapet et s'éloignent en rampant. On allume une cigarette et nous voilà partis droit sur la ligne ennemie. Leur première ligne est complètement retournée. Il y a de nombreux cadavres. Dans le ravin des Dames, les Allemands sont cueillis comme des lapins. Nous faisons 600 prisonniers. Quelques récalcitrants sont passés à la baïonnette. Notre objectif est atteint. Toute la nuit, nous creusons notre tranchée. Le lendemain, il pleut à verse. Au petit jour, nous avons de l'eau à mi-mollet et sommes à moitié morts de froid. Les Allemands nous bombardent d'une façon épouvantable. Un coup de 75 vient d'éclater au-dessus de nos têtes. Je ne suis pas blessé, mais mon camarade est raide mort. Un éclat lui a traversé le cœur. Un autre 75 s'abat dans la tranchée, tuant 4 poilus. La position devient intenable, mais l'ordre est de tenir coûte que coûte. Un 88 autrichien se met à bombarder. « Plaquons-nous » dis-je à mes copains. Je ne terminais pas ces mots, qu'il en tombe un dans la tranchée. Rapidement, je me dégage, car mes 3 camarades étaient sur moi. Triste vision. Ils sont tous 3 déchiquetés, presque en bouillie. Je suis blessé. Tout en sang, je rentre dans la tranchée. Je trouve d'autres copains qui me coupent veste et pantalon pour me faire des pansements. On me plie dans une couverture et on me poste au port de secours. Parce que l'exercice n'était... Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n'osait plus espérer. Cette date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves et d'orphelins qui accompagnait la Grande Guerre depuis plus de 4 ans. Le centenaire du premier conflit mondial est l'occasion pour les Françaises et les Français de commémorer cette journée avec une émotion particulière, tant cette histoire est liée pour chacun et chacune d'entre nous à une histoire familiale. Commémorer le 11 novembre, c'est répondre à la nécessité du souvenir,
de l'hommage aux morts et de l'expression de notre reconnaissance. L'année mémorielle 2017 en sera une nouvelle occasion, alors que nous nous apprêtons à commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis entrés en guerre le 6 avril 1917 et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vany le 9 avril de cette même année. Commémorer le 11 novembre, c'est aussi comprendre les droits des anciens combattants, hériter de cette guerre et l'indispensable structure d'aide au soutien et d'accompagnement. Créé dans l'urgence des combats en 1916, l'Office national des mutilés et réformés, qui deviendra l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et dont nous célébrons le centenaire cette année. Cet organisme nous remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord. Soucieux de pérenniser et d'inscrire dans la pierre l'hommage rendu chaque 11 novembre aux morts pour la France dans les théâtres extérieurs, le président de la République a décidé qu'un monument dont les travaux seront lancés en 2017 à Paris sera dédié à ces femmes, à ces hommes qui ont payé de leur vie leur engagement pour la défense de notre pays et de ses valeurs. Ce futur haut lieu de la mémoire nationale entend témoigner à la jeune génération combattante la reconnaissance éternelle de la nation et rappeler aux Français et Françaises que la liberté dont ils jouissent est aussi due à l'engagement de ces femmes et de ces hommes qui, jusqu'au sacrifice de leur vie, sont prêts à la défendre. Veillons à ce qu'aucun de nos enfants ne l'ignore en poursuivant l'indispensable travail de mémoire. Hommage aux victimes des attentats. Les terribles actes terroristes nous ont inspiré l'effroi et l'horreur. Face à cette barbarie, face à ce déchaînement de violence et de haine, nous sommes aujourd'hui tous rassemblés pour partager et nous recueillir en hommage à ces hommes et ces femmes, morts parce qu'ils étaient là, sur une terrasse de café, dans une salle de spectacle ou aux abords de celle-ci, ou encore dans la rue près d'un stade, ou encore pour assister à un feu d'artifice à Nice. Ils vivaient leur vie, sereinement, profitant d'une soirée de week-end, comme nous le faisons parfois. Ils exerçaient des professions et des passions diverses. Ils étaient issus de la diversité. Beaucoup étaient jeunes, certains étaient enseignants, personnels d'éducation, étudiants, retraités, et leur vie fut fauchée par une barbarie sans nom, par cette folie meurtrière. Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs. Nous devons montrer que notre société ouverte peut faire face à cette épreuve, que la meilleure réponse à la violence est encore plus de démocratie, encore plus d'humanité, mais jamais de naïveté. C'est quelque chose que nous devons aux victimes et à leurs familles. Ce moment de recueillement doit nous permettre de nous rassembler en hommage aux victimes, aux blessés, à leurs familles et à leurs proches, pour dire haut et fort ces valeurs, cet idéal républicain qui nous porte et que nous portons toutes et tous. Quand la liberté est assassinée, c'est la République tout entière qui est agressée. Quand la liberté est assassinée, c'est la nation qui est attaquée en son cœur. Quand la liberté est assassinée, ce sont les valeurs essentielles de notre société démocratique qui sont visées. En hommage aux victimes, nous devons porter davantage encore l'idéal de la République, cet idéal de justice et de paix, de pluralisme, de culture et de bienveillance. Nous devons continuer à vivre, à garder notre amour de la liberté, de la tolérance, de la culture et de notre amour du vivre ensemble. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ici, ce matin unis, parce que nous croyons en la liberté et la tolérance, toujours plus fortes que la barbarie. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, je voulais déjà très sincèrement vous remercier pour votre présence nombreuse, malgré les intempéries. Merci beaucoup. Alors que le clairon venait de sonner l'armistice de ce 11 novembre 1918, on peut s'interroger sur l'état d'esprit de ces survivants, sur ce que pouvaient penser les rescapés de cette Première Guerre mondiale, cette guerre atroce qui avait fait plus de 18 millions de morts dans des conditions que l'on n'aurait pas pu imaginer. Que pouvaient penser ces miraculés, ces mutilés, ces gueules cassées? Difficile à dire, mais sans doute faisaient-ils tourner en boucle dans leur esprit
ces trois mots qui les hantaient, plus jamais ça. Que pouvaient penser en ce 8 mai 1945, marquant la fin de ce second conflit mondial, les rescapés du plus vaste conflit armé qu'ait connu l'humanité, mobilisant 100 millions de combattants, 61 nations, déployant leur hostilité sur quelques 22 millions de kilomètres carrés et tuant environ 22 millions de personnes. De ce conflit qui donna lieu à de nombreux crimes de guerre, dont la déportation en camp de travail, de concentration et d'extermination. Que pouvaient penser ces rescapés militaires, civils et déportés? Difficile à dire, mais sans doute faisaient-ils tourner en boucle dans leur esprit ces trois mots qui les hantaient, plus jamais ça. Que pouvaient penser en ce 22 septembre 1984 à Verdun, 40 ans après la fin du deuxième conflit mondial, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl qui, dans un acte de paix se prenant par la main, scellèrent la réconciliation franco-allemande. Que pouvaient penser ces deux hommes d'État? Difficile à dire, mais sans doute faisaient-ils tourner en boucle dans leur esprit ces trois mots qui les hantaient, plus jamais ça. Que pouvaient penser ces hommes et ces femmes en ce 13 août 1961 qui voyaient s'ériger pour mieux les séparer, pour mieux les diviser et ce mur de la honte entre les deux Berlins où 70 000 Berlinois, de part et d'autre, perdirent leur emploi en un instant et se virent séparés de leurs amis, de leurs proches, de leurs familles pendant 28 ans. Que pouvaient penser ces hommes et ces femmes qui, fin 1989, chaque nuit, démantelèrent pierre par pierre ce mur qui les avait que trop séparés. Difficile à dire, mais sans doute faisaient-ils tourner en boucle dans leur esprit ces trois mots qui les hantaient, plus jamais ça. Plus jamais ça, tous l'espéraient et le croyaient, d'autant plus qu'ils disaient « Nous entrons dans une ère de paix perpétuelle. Désormais, la démocratie libérale et les droits de l'homme vont s'étendre partout sur la planète. Il n'y aura plus de guerre. C'est la fin de l'histoire parce que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. » Les prophètes du bonheur se sont pourtant trompés. Une nouvelle forme de guerre se met en place depuis quelques années, constituée d'actes de violence et de haine. 12 ans après ces élans d'espoir de paix durable, les États-Unis sont frappés de plein fouet par les attentats du 11 septembre. La démocratie est bafouée un peu partout dans le monde. Le nazisme et le communisme, dans leur version la plus sanguinaire, ont disparu, mais on continue à torturer, mutiler, tuer des hommes et des femmes et des enfants au nom d'idéologies totalitaires et barbares qui méprisent la dignité de la personne humaine. 23 ans plus tard, la France se trouve confrontée à une série sans fin d'attentats meurtriers perpétrés par le terrorisme islamiste. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. 11 mars 2012, Toulouse, un militaire abattu par la seule faute d'avoir été militaire. 15 mars 2012, Montauban, 2 militaires sont abattus. 19 mars 2012, tuerie à l'école juive, aux Arts, à Torah, 4 victimes. 23 mai 2013, un extrémiste attaque et blesse au couteau un militaire dans le quartier de la Défense à Paris. 20 décembre 2014, à Joué-les-Tours, un homme attaque un poste de police et blesse 3 policiers à l'aide d'un couteau. Du 7 au 9 janvier 2015, une série d'attentats terroristes se déroule visant le comité de rédaction du journal Charlie Hebdo ainsi qu'une supérette cachère, 17 personnes assassinées, 20 blessés. 3 février 2015, 3 militaires sont agressés au couteau alors qu'ils étaient en faction devant un centre communautaire juif. 10 avril 2015, un soldat français attaqué et blessé dans les toilettes d'Orly. 19 avril 2015, une femme de 32 ans est assassinée par un étudiant prévoyant un attentat dans une église de Villejuif. 26 juin 2015, attentat en Isère revendiqué par l'État islamique, 1 mort décapité, 11 blessés. 21 août 2015, attentat du train Thalys, déjoué par plusieurs passagers, 5 blessés. 13 novembre 2015,
une série de 7 attentats à Paris et en Seine-Saint-Denis, revendiqués par l'État islamique, provoque la mort de 130 personnes et fait 413 blessés, dont 99 dans un état très grave. 14 juillet 2016, jour de la fête nationale à Nice, un terroriste fonce dans la foule au volant d'un camion. 86 personnes sont tuées, 286 blessés. 26 juillet 2016, 2 terroristes égorgent un prêtre et blessent un paroissien à Saint-Étienne-du-Rouvray. 12 septembre 2016, un Français de 25 ans, converti à l'islam, tue sa mère en l'étranglant car elle voulait s'opposer à son départ pour la Syrie. Qu'elle est bien loin cette espérance de paix tant voulue, tant souhaitée par ceux qui savaient de quoi ils parlaient, tant ils avaient été touchés dans leur esprit et dans leur chair. Qu'elle est bien longue, bien trop longue, cette liste d'innocents dont la vie s'est arrêtée là, un jour, au seul motif de s'être trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, d'avoir donné leur vie pour rien, au nom de rien, si ce n'est au nom d'une idéologie totalitaire, brandie par des criminels fanatiques, assoiffés de sang, ayant décidé de faire du monde leur champ de bataille. Alors il nous est apparu nécessaire de rendre, comme nous le faisons pour toutes les victimes des autres conflits, à l'occasion des diverses commémorations, un vibrant hommage à ces martyrs d'une guerre sans nom, sans règles et sans loi, et d'associer cet hommage chaque année aux commémorations du 11 novembre, aussi longtemps qu'une journée spécialement affectée à cet hommage aux victimes des attentats ne soit déterminée au niveau national. De même, pour que ces victimes ne soient jamais oubliées, nous avons souhaité qu'une plaque à leur mémoire soit posée sur le monument où elle trouvera toute sa place aux côtés de celles qui portent les noms des victimes des autres conflits. Cette plaque sera le symbole de leur sacrifice sur l'autel de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et de la démocratie. Mais elle nous rappellera aussi la nécessité, pour nous, de ne jamais baisser les bras face à la haine et à la violence, de même que notre volonté commune de défendre envers et contre tous les valeurs qui nous animent. Le 22 septembre 2003, à New York, Jacques Chirac, dans son discours contre le terrorisme pour l'humanité, disait « Vaincre le terrorisme prendra du temps, demandera un effort constant de toute la communauté internationale. Contre les forces de haine déployées à travers le monde, liées par des réseaux occultes qui tirent parti des technologies modernes abritées par des pays complices ou impuissants, alliés aux trafiquants de drogue et aux mafias, il nous faut serrer les rangs. » Et de conclure en disant « Après les attentats du 11 septembre de New York a su se redresser. C'est pour nous tous un message d'espoir. » Alors mes chers amis, sachons nous aussi serrer les rangs, afin que nous puissions sortir de notre esprit ces 3 mots qui tournent en boucle et qui nous hantent, et crier un jour ensemble une dernière fois « Plus jamais ça » pour que vive la République et vive la France.